Bonjour, nous nous trouvons devant le châtelet du château de Losc qui contrôle l'entrée au-dessus du pont dormant. Et de là, nous avons accès au jardin intérieur que je vais vous présenter en premier lieu. Il n'y avait aucune trace de jardin ici, mais nous savons qu'un jardin existait. Mais en dépit de nombreuses recherches, nous n'avons pas trouvé de plan. Le jardin s'est développé selon le rythme de la restauration des bâtiments et évidemment dans l'esprit du XVIe. Et il y a évidemment eu un jardin à cette époque parce que nous en avons trace dans la façon dont les ouvertures du château sont orientées ou l'accès et tout se conjugue pour présenter ce jardin. Nous allons le suivre d'abord à l'intérieur. C'est un jardin clos de murailles, comme vous pouvez le voir, en passant par le châtelet, qui est entre parenthèses un des grands du sud-ouest. Nous traversons les douves, qui servent à la promenade maintenant également. Et nous allons le visiter en commençant par la tonnelle. Tonnelle peut vous sembler bizarre. En fait, la tonnelle a remplacé une chapelle disparue, et dont nous avons la trace, bien sûr. Donc tout est à la fois invention, si vous voulez, végétale, mais il y a une raison d'être historique. Et cela s'est fait au rythme des travaux. Il faut savoir que ce lieu, dans la fin des années 70, était à l'abandon total. Une exploitation agricole l'encombrait de bâtiments parasites. Et c'est selon le déblaiement et la restauration des bâtiments d'époque que nous avons pu le compléter par ce jardin qui vient maintenant d'obtenir ce prix. Nous pénétrons sous la tonnelle, qui est faite de vignes et de glycines. Et nous passons devant la tour Sainte-Marguerite, qui donne accès de la douve à l'intérieur de ce jardin. Et en gravissant ces marches, nous découvrons les créneaux de buis qui ont remplacé les créneaux disparus des murs et qui sont garnis de népétas. Les rosiers Ghislaine de Féligonde, que tout le monde connaît, sont des rosiers merveilleux parce qu'ils sont là maintenant depuis je ne sais pas combien d'années, mais ils nous sont fidèles chaque année. Nous nous dirigeons maintenant vers la tour d'angle et devant se trouve un très bel albizia qui doit être un peu taillé cette année, mais qui se garnit évidemment de fleurs également et qui est un point de mire pour tous les visiteurs quand ils arrivent ici. Au-delà de ce mur, vous avez les douves qui sont gazonnées, qui ont encore des buis et d'autres choses, et qui mènent au parc et à la fontaine. Il y a toute une promenade extérieure. Dans l'immédiat, nous nous contenterons de descendre les quelques marches un peu étroites, qui sont également un lieu qui est également, évidemment, tout est classé, mais on ne peut pas toucher à ce petit escalier, qui est un peu ardu, et d'où nous descendrons dans le jardin bas. Nous arrivons dans ce jardin bas. D'ici, nous pouvons apercevoir les cyprès qui ont été plantés là pour rappeler les colonnes disparues d'un chemin couvert. Nous avons découvert des bases et donc tout ce qui est végétal rappelle ce qui a dû être évidemment architectural à l'époque. D'où ces voûtes irrégulières qui couvrent le mur comme un manteau. Et nous découvrons ici le jardin très simple, taillé rigoureusement, bien sûr, et renfermant, encore une fois, très simple, des lavandes et des santolines. Ce qui était nécessaire, bien que nous soyons sur la Vézère, c'était d'avoir le son de l'eau, très important dans un jardin. Donc, j'ai introduit ce filet d'eau qui coule de cette fontaine, entièrement restaurée également. Et beaucoup de personnes m'ont dit combien c'était agréable et paisible de s'y promener. Le jardin intérieur du château donne sur la Vézère. De là, nous pouvons découvrir la Vézère en amont. Et du fait d'une tour qui était tout à fait écroulée de ce côté-ci, j'ai dû remplacer par de la
du végétal, comme je fais toujours, et j'ai créé ce petit Knot Garden, qui est évidemment très modeste en comparaison avec les jardins de nœuds, donc les Knot Garden en Angleterre, mais qui mène agréablement vers la rivière et qui fait l'admiration, je dois dire, de tous les visiteurs. Les cyprès qui, aux quatre coins de ce jardin, sont entourés de buis taillés en forme de bougeoir en fait. Ce que me disent les gens, et c'est vrai. Mon souhait était un peu de contraster les feuillages, parce que nous avons de l'élianus, nous avons le cyprès et nous avons le buis. Et les tonalités de vert sont très intéressantes dans un jardin, on les oublie souvent. Et les élianus qui ont remplacé, bien sûr, dans un jardin, on essaye de faire toujours avec des plantes simples, des plantes qui sont là depuis des siècles, mais l'élianus s'est imposé comme étant d'une grande robustesse dans ce pays et qui encadre les lavandes qui n'ont pas été tellement plantées dans le pays avant les années 80. J'ai été suivie avec les lavandes après, parce que c'est quand même merveilleux. Peut-être que c'est à cause du réchauffement climatique aussi qu'on s'est tourné vers ça. Encore une fois, une autre sorte d'élianus ici. C'est une plante très simple, mais qui est très efficace pour donner du volume à un jardin et qui est très robuste aussi. Tout a une raison d'être. Vous voyez, c'est haie que nous avons, par laquelle le jardin est limité là-bas. On n'y va pas parce que c'est très dangereux. Nous arrivons à des jardins bas, donc il fallait faire une muraille de verdure, tout simplement. Cette cour minérale, puisque c'est de gravier partout, est ponctuée de pots de buis qui orientent le visiteur. Elle est limitée du côté sud par du pleaching. Évidemment, là aussi, c'est en mémoire d'un lieu, c'était la grande salle du château qui a disparu au moment de l'abandon, qui a été pillée pour ses pierres et donc été remplacée par une conciergerie. Mais cet espace d'une trentaine de mètres est maintenant donc protégé par du pleaching dont je vais vous expliquer la recette puisque je l'ai utilisé dans le jardin également. En pénétrant dans la cour minérale, nous nous trouvons maintenant entre le Châtelet et nous allons traverser le bâtiment principal. Cet axe de pénétration est intéressant parce qu'il commence dès l'accès à la propriété et traverse les douves, traverse la cour et aboutit à travers le passage sur une merveilleuse terrasse qui donne la vue sur la Vézère, tant en amont qu'en aval, bien sûr. Et nous arrivons sur cette terrasse qui nous donne une vue merveilleuse de la rivière Vézère. Cela a été voulu évidemment par le bâtisseur, puisqu'il a même aménagé un balcon en particulier, là où on peut voir le jardin bas. Le paysage est merveilleux parce qu'il est resté intact et nous découvrons aussi tout l'aspect utilitaire du château car on pouvait hisser les marchandises à partir de ce puits. Nous voyons également une ouverture vers le jardin bas. Après cette belle vue, nous pouvons nous diriger maintenant vers la Charmille, au-delà des douves. Vous voyez, un jardin dans un château comme cela ne supporte pas des choses fragiles, si je puis dire. Les végétaux sont tous des végétaux assez costauds et vous voyez les cubes qui sont là en buis et qui, encore une fois, ponctuent la muraille et sont vus avec une certaine distance, tout doit être vu qu'une certaine distance. Il y a beaucoup de rosiers, parce que j'ai toujours aimé les roses.
Nous nous dirigeons maintenant vers la Charmille. Les douves gazonnées font partie du jardin également, mais elles accueillent en ce moment des moutons. Avant d'entrer dans le jardin, je voudrais vous attirer votre attention sur ces magnifiques cylindres de taxus qui étaient, quand je suis arrivée, il y avait 2 taxus. Et je les ai développés dans ces énormes choses qui font l'admiration de tout le monde. Et je continue chaque fois que je peux en façonner un, parce que j'aime beaucoup ces formes de dôme. Et puis le taxus est un arbre merveilleux qui a une vie très longue et qui se prête à 1000 formes. Ce jardin auquel nous accédons maintenant est limité par le même système de pleaching, comme vous pouvez voir, qui permet de regarder l'intérieur sans y pénétrer. Je trouve cela très agréable comme clôture, que ça invite à la promenade. Encore une fois, ce jardin de la Charmille est d'une grande simplicité. Comme je l'ai dit, ce sont des charmes, parce que ça c'est un arbre du pays, et qui permet la découverte du jardin en se promenant comme dans, non pas un labyrinthe, mais quand même réserve de surprises. On peut le traverser, on peut le contourner, on découvre des chambres à droite et à gauche, et ça fait le plaisir de tous les visiteurs. Les murailles sont faites évidemment de charme, comme nous l'avons dit. À l'intérieur, les parterres sont encadrés de buis, ponctués de cistes et de spirées, avec aux angles des hibiscus et de grands pots de laurier rose qui se plaisent beaucoup dans ce pays. Tout l'intérêt réside dans les volumes et la succession de chambres. C'est une grande simplicité, mais qui fait écho à la rigueur architecturale du château. Vous pouvez découvrir une de ces chambres en passant par là. Ils sont des petits havres de paix où l'on peut se reposer de la fatigue de la visite. Voilà. Et par la fenêtre, on découvre l'ellipse qui prolonge le jardin de symétrie. Nous sommes au-delà de la Charmille, géométrique si je peux m'exprimer ainsi, dans l'ellipse qui abrite la fontaine du Satyre, parce que le bruit de l'eau est essentiel. Nous sommes à côté de la rivière bien sûr, mais c'est tellement agréable par ces temps très chauds que nous avons en ce moment. Et voici là, à votre droite, la fontaine du Satyre. La visite du jardin proche du château se termine ici. On peut découvrir au-delà du jardin une campagne magnifique, des vues superbes. Le jardin a évolué depuis plus de 40 ans selon le rythme des travaux de restauration du bâti. Et probablement que maintenant il y arrive à maturité. Et c'est pour cela que nous avons obtenu d'ailleurs un prix de la Fondation Signature qui nous permet d'envisager la restauration d'une partie du parc où se trouve une fontaine dont nous ignorons l'origine. Nous espérons que la beauté naturelle de ce jardin en Dordogne vous comblera.